Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr. Alors, contrairement à l'habitude, aujourd'hui c'est un petit épisode un peu spécial. Je me fais plaisir avec deux invités, deux gars que j'aime énormément, deux gars avec qui je jase tout le temps de cinéma. Là, à chaque fois qu'on se voit, on finit par parler des films qui nous ont marqués. Ça a été des invités extraordinaires du podcast. Je commence avec Chuck Thompson-Leduc. Salut Chuck! Salut Guy, bonne année! Bonne année à toi aussi. Comment tu Et vas? moi, je suis quoi? Je suis un coton? Ben, je m'en vais vers toi. Dom Massy. Non, mais il m'a pas souhaité bonne année. Ben, je ne souhaiterai pas bonne année à Chuck. Ah. Juste à toi. Ah, merci. Je te souhaite une toi, Guy. très belle année, Dom. Ah, j'en ai besoin. Ben oui, bonne ben année, oui. mon dodo d'amour. Je te souhaite quoi pour 2021, Dom? De la santé, je te dirais. Je te souhaite de la santé, man. Ben, c'est Ouais. bien gentil. Moi, je vous souhaite de l'amour. Ben, je t'en souhaite aussi. Ben, personne qui aime Dodo. Oh, c'est pas vrai. On t'aime, Tout le Dodo. monde t'aime. Fait que, non, mais j'espère que vous allez passer un... Parce que 2020, là, sérieusement, là, il m'est arrivé les pires affaires de ma vie. Là, fait que, là, faut que ça arrête. Ben oui. Ben oui, t'en as parlé un peu à sous-écoute, mais t'as fait un délirium, t'as fait plein d'affaires. En plus, avec la pandémie, tout ça, mon Dieu, c'est... Puis, au début, je me suis dit, hey, je fais-tu un recap des films de 2020? Puis j'ai envie d'oublier cette année-là. J'ai envie de l'effacer. Il y a eu des bons films, il y a eu des très bons films en 2020. Tu sais, il y a Mank, il y a Trial of the Chicago 7 sur Netflix, mais tu sais, c'est ça. C'est une année que j'ai envie qu'on tourne la page, donc on est le 1er janvier. Oui. Si je peux me permettre, il y a 3 films que j'ai pas pu voir en 2020. Je ne sais pas si on est supposé en parler à un certain moment durant le. Il y a 3 films que j'ai pas pu voir et qui étaient supposés sortir en 2020. En parler maintenant. C'était même des films qui, selon moi, avaient une chance même aux Oscars. Tu sais, des films très pertinents, des films intéressants, des films qui auraient pu, qui m'allumaient vraiment. Guy, ton numéro 3, c'est le Terrence Malick qui était supposé sortir à Oui, Hidden son Life. film sur Jésus. Oui, son film sur Jésus, qui est dans le fond un Terrence Malick, donc un merveilleux film, super beau, tu sais, voir des belles images, parce que Terrence Malick a une façon de filmer qui est vraiment particulière. Et j'aurais voulu voir A Hidden Life, j'aurais aimé ça, voir les couleurs, la lumière qu'il voulait faire, éclater à l'écran. Il y avait The Green King qui était supposé sortir. The Green Knight. The Green Knight. Mais, mais ça va être des films de 2021 parce que The Green Knight, je l'ai mis dans ma liste des films que j'ai. C'est quoi ça? Ah, tu vas en parler tantôt. Okay, oui. Parfait, on va le laisser comme ça. Puis, mon numéro 1, je t'en ai parlé déjà 2-3 fois, mais c'était Young Promising Woman qui, d'après moi, c'est le film le plus d'actualité qu'on peut pas avoir. C'est avec Carey Mulligan. C'est l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui avait été traumatisée par un événement tragique de son passé. Elle avait été violée, dans le fond, à son campus universitaire. Et elle cherchait à se venger aux gens, aux hommes qui ont croisé son chemin, qui lui ont fait du tort. Donc, c'est un film de revanche. Et c'est comme un peu Split on Your Grave. Oui, c'est un peu comme A Spade on Your Grave, qui a vraiment été un film de revanche. C'est Emerald Fennell qui écrivait Killing Eve, qui a écrit ce livre-là, ce film-là. Ouais, c'est avec Bo Burnham, hein, c'est ça? C'est avec Bo Burnham qui est là-dedans, effectivement. Le film est super bien critiqué. Les critiques sont allés le voir, mais personne n'est allé voir le film. Fait que c'est comme, là, les critiques sont écœurantes. La bande-annonce, tu regardes ça, tu te sens pas bien, c'est fait par exprès, t'es pas supposé bien te sentir, mais en même temps, c'est un film de revanche, tu as le goût de le voir, ça a l'air tellement intéressant. Fait que j'espère que je vais être capable de pouvoir le voir en salle en 2021, je l'espère. Ben oui. Dodo, t'as hâte de voir quoi, toi, en 2021? Ben, tu m'avais demandé 10 films. Oui. Alors, mon premier choix, ça va être controversé, mais le prochain de M. Night Shyamalan. C'est quoi? On le sait pas. Je pense qu'il y a juste un titre, ça s'appelle Old. Puis, c'est ça. Moi, j'adore les films de M. Night Shyamalan. J'aime beaucoup ces films. Il y a peut-être juste The Last Airbender que j'ai pas fini. Mais même Lady in the Water, je trouve qu'il y a des qualités. C'est peut-être son moins bon après Last Airbender. Mais tous ces films, je les aime beaucoup. Je trouve qu'il est talentueux. Il a été je trouve qu'il a été un petit peu dévalorisé. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant. Son dernier, Glass, j'ai aimé que ça soit très sobre. Même la finale, je vous dirais pas c'est quoi la finale, mais c'est rien de grandiose. Là. Mais c'est dans le ton, puis c'est ça qu'il voulait.
Puis je trouve les couleurs magnifiques, c'est le fun. C'est le fun de voir de nouveau Bruce Willis qui essaye un petit peu de jouer. Fait que c'est ça. Donc j'ai bien hâte de voir. C'était mon premier. Ça finit, puis ils s'en vont au McDo. C'est ça la fin. Ça finit, ils s'en vont au McDo. OK, ouais. Tu changes, toi? Non. J'ai juste un imperméable. On va-tu à la commande de l'auto? On oublie toutes les affaires. On va rentrer en dedans, là. Oh, ça me tente pas, là. Faut que je sorte de la voiture. Mes os sont tellement fragiles. Bon. Comment ça, Mac Poulet? Mac Poisson? Personne ne prend le Mac Poisson. Ben, moi, j'aime ça, le Mac Poisson. Moi, j'ai peur de l'autre, tu sauras. Chuck, de ton bar, qu'est-ce que tu as hâte de voir? Mon numéro 1 ou mon numéro 10? Parce que j'ai fait un top 10. Dans l'ordre que tu veux. Okay, je vais commencer par le numéro 10, puis je vais revenir vers le numéro 1. Donc, le 10e film que j'ai le plus hâte de voir, c'est Judas and the Black Messiah. De Roy Shaka, qui n'a pas vraiment de film qu'on pourrait reconnaître, mais c'est l'histoire de Fred Hampton, le président de l'Illinois du Black Panther Party. Donc, et il fait une trahison, dans le fond, pour et de sa trahison fatidique par l'informateur William O'Neill. Donc, il y a William O'Neill qui s'est infiltré dans le Black Panther et qui, dans le fond, va venir soutirer des informations pour le FBI. C'est l'histoire, dans le fond, de cette époque-là au sein, dans le fond, de l'organisation du Black Panther. Évidemment, ça me fait penser beaucoup à Black Klansman. Le film a l'air incroyable, vraiment intéressant. Je veux en apprendre plus. J'ai hâte d'apprendre cette histoire-là. Ouais, ben tu vois, moi aussi, il était dans ma liste des films que j'ai hâte de voir. Juste la bande-annonce est écœurante. Puis, tu sais, juste des acteurs comme Lakeith Stanfield puis Daniel Kaluuya sont déjà incroyables. Daniel Kaluuya. Sorry to Bother You, je pense. Ouais, puis Daniel Kaluuya était dans Black Panther. Il faisait celui qui est l'ennemi au début, mais qui finit par devenir un allié de Black Panther. C'est des super bons comédiens. C'est produit par son nom m'échappe, mais celui qui a fait Creed puis qui a réalisé Black Panther. Justement, c'est produit. C'est sa boîte de prod qui est derrière ça. Puis il y a un des meilleurs acteurs de sa génération, Jesse Plemons, qu'on a pu voir dans la saison 2 ou 3 de Fargo. Il ressemble à un mélange entre Matt Damon et Philip Seymour Hoffman. Dans la deuxième saison de Fargo. Oui, c'est là qu'il a rencontré son épouse Kristen Dunst. Ah oui? Oui. Ah, ben je suis content pour lui. Je suis m'inquiétais. Tu sais, au début, tu nous as souhaité de l'amour. Ben, Jesse Plemons a trouvé l'amour, puis c'est formidable. C'est très beau. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, excuse-moi, tu as choisi. En fait, je voulais juste dire que je l'avais vu le plus récemment dans I'm Thinking of Ending Things, qui j'avais beaucoup. Ouais. Il joue là-dedans, puis c'est vrai que c'est un acteur absolument fabuleux. Continue, Dominique. Ah non, mais c'est juste, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Black Panther, à votre avis, pour la suite? Ouais, je sais pas. Moi, c'est sûr qu'il va y avoir une suite. C'est un des films les plus rentables de tous les temps. Ouais, ben c'est sa sœur qui va devenir Black Panther, mais ouais, tu sais, l'éléphant dans la pièce du fait qu'il est décédé, je sais pas comment ils vont l'adresser. Si, tu sais, ils ont dit qu'ils feraient pas un modèle 3D, ils feraient pas un légat. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est... peut-être que dans un des films de Marvel, on va apprendre qu'il est mort à la télé, puis dans le Black Panther, ça va être accepté. Ça va déjà disparu. Ça, c'est une excellente idée, en fait. J'espère. Ou tu sais, dans une des séries que Marvel est en train de faire, en train d'écrire, tu sais, que ce soit, je sais pas, tu sais, peut-être dans, ce serait pas dans Spider-Man, mais tu sais, dans, je sais pas lesquels. Déjà assumer la mort de Black Panther avant que le film commence. Faire un Frank Underwood, puis genre, déjà dire à l'avance, il est mort. Bon, c'était pas pour la même raison, là. Je veux dire, là, on s'entend que Kevin Spacey, puis... il avait réglé ça de même? Ben, dans la dernière saison, c'est Claire qui prend la tête, puis Frank Underwood est décédé entre les deux saisons. Ils l'ont tué entre les deux saisons. Donc, ils ont tassé Kevin Spacey de même. Je sais pas s'il va sortir une vidéo encore cette année à Noël. Une vidéo freakant, là. Ils sont tous épeurants, là. Moi, le premier qu'il avait fait, j'étais dans ma chambre, dans le noir, puis j'ai allumé les lumières après. Mais t'as raison, c'était tellement freakant. Si tu te demandais pourquoi il faisait ça, tu sais, c'était sorti de nulle part. Ouais. Ben, en tout cas. You know what? I know who you're. Ben, je vais le dire en français. Savez-vous quoi? Je sais où c'est que vous habitez. Chérie, la porte, es-tu barrée, là? Pas barrée! Mais c'est sérieusement la meilleure interprétation de Kevin Spacey. Je pense que c'est son meilleur rôle
ce vidéo-là. Cher Père Noël, cette année, j'aimerais avoir un système d'alarme très, très efficace et perfectionné. Un système de reconnaissance de la face de Kevin Spacey. ton prochain film, Dodo? On en a parlé tantôt. Ghostbusters Afterlife. Yes! Yeah. Ça, je pense que j'ai écouté la bande-annonce 15 fois. Là. Ça t'a fait quoi quand tu l'as vu la première fois, la bande-annonce? J'ai eu les frissons quand le char part, là, les sirènes. Là. Ouais. C'est hot. Puis j'avais pas compris au début que c'était la fille d'Egon. Okay. Ben, la petite fille d'Egon. Puis est pareil, genre. Ouais. Puis j'aime aussi le côté que de ce qu'ils nous présente dans la bande-annonce, que c'est pas un remake caché. Là. C'est pas un reboot qui nous font croire que c'est une suite comme les Star Wars, mettons. Là. Mm-hmm. Donc, je suis bien curieux de voir ça, un Ghostbusters qui se passe pas à New York, avec des kids, réalisé par le fils du 1 et du 2. Ouais. Fait que, Jason Reitman, ouais. Jason Reitman, le Montréalais. Ouais, d'autant plus que Jason Reitman, à part un film que j'ai pas aimé, a fait juste des excellents films. J'avais vraiment pas aimé... c'était quoi donc? C'était... Man, Woman and Children. Il y avait je l'avais plus aimé que l'autre avec Kate Winslet et Josh Brolin. Ouais, c'est Labor Day. Labor Day que j'avais pas vraiment comme embarqué dedans. Je trouvais que c'était un petit peu trop eau de rose. Ben, c'est comme un film que passable. Clint Eastwood aurait pu réaliser, genre. Ouais, effectivement, il y avait une petite aire de Gran Torino qu'on voyait à travers ce film-là. Mais tous ces autres films, littéralement tous ces autres films, moi, je les ai beaucoup aimés. Je trouvais qu'il y a une façon d'expliquer une histoire. Tu regardes, mettons, Off in the Year, tu regardes Young Adult, tu fais Juno, tu regardes Young Adult, tu regardes comment. Puis il est capable de placer les acteurs dans une position. Genre, Charlie Theron, je ne l'ai jamais vu comme dans Young Adult. Moi, c'est mon préféré de lui. Oui, Young Adult? Ouais. Moi, c'est Thank You for Smoking. Mais, c'est son premier. C'est son premier, puis je trouve que Aaron Eckhart, il est vraiment bon. Là, mais il est juste excellent, Jason Reitman. Là, Moi, j'ai encore un gros attachement à Juno. Je peux regarder ce film-là 1 fois, 2 fois par année, puis ça vient toujours me chercher dessus. Pourtant, je n'ai jamais eu d'enfant, en tout cas, à ce que je sache. Ah, tu pourrais être surpris? Je pourrais être surpris. J'attends encore que ça cogne à ma porte, mais... Non, je vais le mettre en dessous de ton arbre de Noël. Oh. Mais non, c'est Juno, j'adore ça, j'aime les répliques, j'aime Michael Cera, Elliot Page dans ce film-là sont fabuleux. C'est toujours le fun à regarder. La musique est excellente. Là. Moi, c'était ça. La trame sonore, quand j'étais début de l'âge adulte, parce que ce film-là est sorti quoi en 2007? 6? Ouais, à peu près. 2007. Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'année de mes 18 ans. Puis 2007. La trame sonore, je l'écoutais en boucle. Puis encore aujourd'hui, je me rappelle de toutes les tunes. C'est un super bon film. Chuck, ton prochain film. Ton prochain film. Toi, en passant, as-tu un top 10 aussi? Oui. Ouais. Mais ça, tantôt, quand tu as parlé de Judas Judas, il était dans ma liste aussi des films. Fait que je juste tu l'as juste comme. Ok, parfait. Numéro 9, ça va être Gucci de Ridley Scott. Je suis vraiment intéressé. Ridley Scott fait toutes sortes de styles. Il en sort 2 en 2021? Il en sort 2. Il sort ça, puis il sort... Le duel, là? Ouais, The Last Duel. C'est drôle parce que son premier film, c'est The Duelist. Duelist. Fait que là, c'est-tu son dernier film, puis il veut faire genre boucler la boucle. Ouais, mais qu'est-ce que tu allais dire sur Gucci? Ouais, ben en fait, ce que j'aime de Ridley Scott, c'est que c'est ça. C'est que même si on dirait qu'il est vraiment attaché au domaine de la science-fiction, il va faire toutes sortes de genres de films. Ouais. Puis moi, je trouve ça bien intéressant. Puis l'histoire m'intéresse beaucoup. L'histoire de Patricia Reggiani, qui est l'épouse de Maurizio Gucci, qui a essayé de comploter pour tuer son mari, et que c'est Lady Gaga qui va interpréter Patricia. On a beau penser ce qu'on veut voyons, le film de Bradley Cooper. Là, A Star is Born. A Star is Born, on peut penser ce qu'on veut. En tout cas, je pense que la performance de Lady Gaga était vraiment impressionnante. Puis j'ai hâte de la voir dans ce film-là. Puis j'ai hâte de voir aussi, je suis curieux de l'histoire. Je suis vraiment curieux de l'histoire. Fait que, Gucci, numéro 9.
Ouais, moi, l'autre film qui est sur ma liste, c'est justement The Green Knight de David Lowery. Avec Dev Patel. Avec Dev Patel. Faut plus de Dev Patel dans notre vie, je pense. Plus de Dev Patel. Et Alicia Vikander, qui est très bonne aussi. Moi, je t'ai déjà dit, Chuck, David Lowery, de toute la nouvelle génération de réalisateurs, c'est mon réalisateur préféré. Il a fait Ghost Story en 2018. Qui nous a saisis, parce qu'on était allés voir moi, ensemble. c'est mon film préféré de 2018. Je sais pas si tu l'as vu, Dom, Ghost Story. Non, mais je me le garde. Tu vas l'écouter. Avec Casey Affleck. Très beau film. Puis, il a réalisé le remake. C'était déjà un film live action qui mêlait animation, mais il a fait le remake de Pete's Dragon de Disney. Oui, c'est vrai. De tous les films réimaginés par Disney, à mon sens, c'est le meilleur. Il y a des influences du film L'Enfant sauvage de Truffaut dans ce film-là. Truffaut qui est mon réalisateur préféré à vie, probablement. Mais il y a des influences de L'Enfant sauvage, il y a des influences de partout. Il travaille aussi, ça a été annoncé, Peter Pan and Wendy. Donc, il réimagine le prochain Peter Pan avec Jude Law dans le rôle du Capitaine Crochet. Ben, il pourra jamais être aussi bon que celui qui chantait la chanson de Nirvana. Hein? Il y en avait un avec Hugh Jackman qui faisait. Oui! Puis là, maintenant, il arrive, ça n'a même pas rapport. Well, not now, puis toute la foule chante ça. Puis il n'y a plus de chanson après. Il n'y a plus de chanson dans le film. Là. C'est quand même mieux que Rape Me, mettons. Rape Me! Capitaine Crochet qui arrive à Monsieur Mouche. Rape me, my friend. Monsieur Mouche est comme, non. Hey, by the way, t'avais-tu vu The Old Man and the Gun de David Lowery? Avec. Non, avec Robert Redford, je ne l'ai pas encore vu. Pas que c'est un grand film. C'est vrai. Mais The Green Knight, c'est ça. C'est l'histoire d'un chevalier. Tu sais, ça fait un peu chevalier de la table ronde. Là. Ça fait un peu. On est là-dedans. C'est une légende britannique, je crois. Puis c'est ça. C'est Dev Patel qui joue un chevalier qui doit aller tuer The Green Knight. Le chevalier vert, qui est une espèce de monstre de roche, une espèce de green giant. Là, ça a juste de la beau. C'est ça. Tu me dis, David Lowery fait un film, parfait, je suis là. La bande-annonce, ça te saisit aussi. Ah, c'est écœurant, hein? Ça a l'air c'est une bande-annonce de A24, puis tu vois que c'est un film de A24. Puis comme je le répète souvent, A24 can do no wrong. Ils font quasiment juste des home runs tout le temps. C'est le Hidden Gem, Colin, ça n'a pas de bon sens. On va retourner à Dominique, à Dodo, ton prochain film. Je ne sais pas si vous allez être capable de l'entendre. Oui. Un peu, mon Dieu, pourquoi maudite affaire du coup. Yes! Ben oui, Jackass 4. Yes! Je tripe bien raide sur les Jackass. Je trouve que c'est des films intelligents. Malgré tout, là, c'est intelligemment épais, mais c'est tellement bien fait. Il y a tellement du travail là-dedans. Tu sais, les pranks sont intelligents, même si c'est stupide, mais c'est intelligent. Me tente jamais d'écouter le 1, 2, 3. Tu sais, à la fin du 2, il y a comme une grosse comédie musicale. C'est super bien fait, là. Les idées sont ingénieuses. Je sais que c'est niaiseux, mais c'est intelligemment niaiseux. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Puis en plus, les gars sont vieux, là. Johnny Knoxville, il y a 50 ans. Là. Ben oui, Johnny Knoxville qui est à l'hôpital en ce moment. Et si bas. Mais ils vont se faire mal en maudit. Puis j'ai bien hâte de voir. Moi, Johnny Knoxville, aussi c'est quasiment un film jumeau à Jackass, là, le Action Point. Action Park? Ouais, Action Park. Qui a été, que personne n'a vu quasiment, puis qui a eu des très mauvaises critiques. Mediafilm lui avait donné une cote de 7, que je trouve que c'est pas le cas. Mais ce film-là me fait mourir de rire, puis je l'écoute à chaque année. Chuck, ta relation avec les Jackass, c'est quoi? Ben, je suis étonné parce que le 1, je l'avais pas aimé, mais le 3, je l'ai adoré.
Puis je me suis rendu compte qu'ils se sont améliorés aussi. Les films se sont améliorés. Le troisième, qui finit beaucoup, beaucoup avec la relation familiale, ça finit avec une belle pointe que chacun des membres envoie vers leurs membres de famille. Puis ça reste sur quelque chose de super beau. Mais aussi, effectivement, Dom, j'applaudis leur inventivité pour tout ce qu'ils ont fait. La manière comment ils vont faire leurs pranks, le montage, comment on place les pranks un après l'autre pour pouvoir créer l'effet comique, tout ça, ça me fait penser un peu, c'est pas la même chose, là, mais ça me fait penser un peu à Borat ça peut être bien niaiseux, mais mon Dieu que c'est bien amené, c'est amené d'une façon intelligente, comme tu dis, et effectivement, je les applaudis et j'ai hâte en maudit de voir le quatrième à cause de ça. Ça serait facile pour eux autres, parce que ça coûte pas cher à faire, des films de Jackass, mais je suis content qu'ils sortent pas un film par année de Jackass. Il y a du temps entre les films. Ouais. Il faut qu'ils se réparent. Il y a ça, mais c'est ça. Ouais, je pense que ça fait une semaine que le film est en tournage au moment où on enregistre. Puis c'est ça, Johnny Knoxville, puis il y a un autre comédien. C'est-tu Steve-O? Je sais plus trop. Steve-O, les deux sont à l'hôpital en ce moment à cause d'un prank. Puis ils vont sortir bientôt. Ils vont être sur pied, là. Ils vont être corrects, mais ouais, moi, je suis de l'époque, comme vous autres, là, mais je suis de l'époque parce que aux nouvelles, ils faisaient peur avec Jackass là, en disant les jeunes, ils recréent des stunts de Jackass. Je suis content que, justement, c'est des gars qui sont rendus dans la cinquantaine, sont rendus vieux, fait que ça pogne plus avec les jeunes, puis nous, on est rendus trop vieux pour se dire « Hey, on le fait. Let's go, on le fait. » Fait que je trouve qu'on est dans le sweet spot où c'est parfait pour qu'un film de Jackass sorte puis qu'il n'y ait pas trop de conséquences auprès du jeune public. Fait que je trouve ça très cool, mais je me souviens, là... j'avais regardé avec mon cousin, puis le lendemain, il y avait un reportage à la radio sur ce que c'était, puis ma mère, elle m'avait juste dit « Oh, avoir su que c'était ça le film, je t'aurais empêché de le regarder. » Hey, le stun avec la souris puis le serpent, là. Peux-tu le raconter pour les en gros, c'est comme c'est le premier stun du deuxième film. Je m'en souviens plus lequel qui le fait, mais il déguise son pénis en souris. Puis il le met dans un vivarium avec un gros serpent. Ah oui, mais oui, je me rappelle. Hey man, ça a des cœurs, là. Moi, je me rappelle dans le premier, c'était qui l'homme de petite taille déjà? C'est quoi son nom à lui? Weeman. Weeman, qui se faisait tatouer dans un court de golf. C'est ça. C'est tellement niaiseux. Oh, oui, tu sais, moi, c'est ça-là qui. Tu sais, dans le premier, c'est ça-là où ils vont s'agrafer les testicules sur la table et toutes ces affaires-là. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est Weeman qui se fait tatouer le dos dans un court de golf. C'est drôle. Chuck, ton prochain film, c'est quoi? Oui, John T. de Eric Warhammer, qui dans le fond est de Tim and Eric. C'est lui qui réalise le film et c'est avec aussi, Michael Cera. Michael Cera, oui, exactement. Sam Bain qui a écrit avec Jesse Armstrong. Sam Bain et Jesse Armstrong ont écrit ensemble For Lion, qui est un excellent film qui est sorti il y a quelques années. Et Jesse Armstrong qui a écrit Succession, qui est une série dark, comique. Si vous avez aimé The Big Short, c'est sur HBO. C'est extraordinaire. J'adore cette série-là. Je la recommande à tout le monde. C'est l'histoire, c'est avec Michael Cera, c'est l'histoire d'un enfant choyé qui s'associe avec un vieil ami pour produire une terrible pièce de Broadway. Je peux juste imaginer comme le bonheur que je vais écouter ça avec l'univers de la tête de Eric Warhammer, de Tim and Eric, l'absurdité qui va en sortir. J'ai tellement hâte. Voilà. Ouais. Connais-tu ça, Tim and Eric, Dom? Ouais, mais j'en ai pas écouté beaucoup. C'est genre dans mes projets aussi. Ouais, parce que je trouve qu'ils font quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que tu fais avec Maxime puis avec Julien, avec les Picbois. C'est de prendre les moyens du bord, mais c'est toujours efficace, puis il y a beaucoup d'anti-humour, il y a beaucoup il y a beaucoup de codes avec le public aussi, des affaires qu'il y a juste le public qui suit Tim and Eric. Fait que je trouve que ça vous ressemble. L'univers de Adult Swim en général, là, des Eric Andre shows, c'est toutes des affaires qui m'allument énormément. Fait que ce film-là, j'ai hâte de le voir. Ouais, ben moi aussi, il était sur ma liste, tu vois. John T, ah oui? John T, ouais. Je trouve que ça a l'air d'une relecture moderne de The Producers de Mel Brooks. Oui! Qui j'avais même pas pensé. Autant l'original des années 60, que le remake musical
avec Will Ferrell, j'ai trouvé super le fun. Là. Je trouve ça toujours cool de revisiter cet univers-là. Là. B. Stock, puis l'autre, c'est quoi son nom? Je me souviens plus, bref. Pas bien grave. Non plus. Mais ouais, puis c'est la première réalisation de Eric, parce que Tim Heidecker, on a déjà vu des trucs qu'il a fait, on sait un petit peu plus son travail, mais Eric Warheim, tu sais, là, qui est rendu plus... tu sais, il est rendu comme, Jonathan, pas Jonathan Roberge, mais Roberge, le gars qui fait le tour du monde, là, qui faisait le cas Roberge. Ah oui, il est rendu à Stéphane Roy? Non, c'était pas Stéphane Roy. C'était Roberge. Ouais, le cas Roberge. Le cas Roberge. Le gars du cas Roberge qui fait le tour du monde pour bien manger, tu sais, ben... Eric Warheim, il est rendu comme ça lui aussi, là, qui fait juste aller dans des restaurants en Italie puis manger le plus de pâtes qu'il peut. Mais il est rendu beaucoup le sidekick comique dans beaucoup de films, dans beaucoup de comédies. On le voit souvent comme étant un sidekick comique. Là, j'ai hâte qu'il se laisse aller là, dans sa folie. Puis, dans sa tête. Puis Michael Cera, je trouve que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un rôle fait pour lui. Ouais. Ça fait pas loin de 10 ans là, qu'il n'a pas fait un vrai rôle de Michael Cera. La dernière fois que j'ai vu, c'est dans Molly's Game, puis il jouait un joueur de poker un petit peu trop connu qui perdait de l'argent, puis tout. Puis j'étais comme, voyons, quand est-ce qu'on a vu un bon film de Michael Cera récemment? Là, c'est ça. T'allais dire, Dom? Non, ça résume pas mal ce que... Parfait. Ben, on va rester avec toi. Puis c'est quoi ton 4e film? Non, c'est mon 5e. Ton 5e? Non, c'est mon 4e. Ben oui. Paranormal Activity. Ah ouais? Ah ouais? J'aime la série, j'aime le 1, 2, 3, le 4 puis le 5 sont moins réussis, mais particulièrement le 3, là, le 1 m'avait vraiment, vraiment, vraiment surpris. Mm-hmm. J'avais été le voir au cinéma, j'avais hâte de le voir, j'aime ça les films d'horreur et tout. Je suis un fan du premier Projet Blair, puis je considère que c'est peut-être la nouvelle génération de jeux Projet Blair. Ouais. C'est drôle parce que j'avais été voir le 3 avec Maxime, puis à la fin, puis Max est super orgueilleux. Il dit pas ses sentiments, Maxime, tout. Puis Mané se tourne, puis là, il me fait juste OK, là, j'ai peur. Donc, non, je trouve que c'est une belle. Tu sais, j'ai hâte. J'espère que c'est Blumhouse en plus qui le fait. Ouais. Puis j'espère juste qu'ils vont pouvoir sauver le 4 puis le 5. Je pense pas que c'est un 6. Je pense que c'est une autre mouture. Mm-hmm. Ouais, un reboot là, de la franchise. Puis ça va être encore, mettons, caméra, comment on appelle ça, une caméra... ouais, une caméra de surveillance. Ouais, ça va tout être encore ça, ou ils vont faire un film slick, puis on ne sait pas, on ne sait rien. Donc, je suis bien curieux de voir ce film-là. Ouais. Ben, je veux pas te vendre le punch, mais tout ce temps-là, c'était Kevin Spacey. Qui était dans la maison. C'est terrifiant. Père Noël. Cette année, j'aimerais avoir une couple de couteaux. C'est juste Kevin Spacey qui rentre la nuit, qui se penche sur le lit. Vous croiriez pas des affaires qui sont pas vraies, hein? Place les cheveux. Puis t'as juste la petite fille qui se réveille. Maman! Père Noël, cette année, j'aimerais ça avoir une barreuse sur ma porte de chambre. Merci. Ça va m'empêcher aussi que mon père me pogne en train de... En tout cas. Ah, bon, ça a l'air d'un cas vécu récent. Ça fait 4 fois cette année, là. Lâche-toi là, elle va te rester dans les mains. Du poil qui va te pousser, là. Chuck, ton 4e film à toi aussi? Oui, bien ça, numéro 7, The Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Hey, comment ça se fait qu'il n'est pas plus proche de mon top 1? C'est parce qu'il y a des mots du bon film qui va sortir cette année, mais bon. The Killers of the Flower Moon, c'est dans les années 20. Il y a plusieurs membres de la tribu native amérindienne des Osage dans le comté de Osage en Oklahoma qui sont assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leur terre. Et le FBI mène l'enquête. C'est avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Évidemment, tu ne peux pas avoir un Scorsese sans Leonardo et sans Robert De Niro. The Irishman. Mais là, c'est la première fois
Première fois officielle parce qu'ils ont fait que un les deux court-métrage. travaillent ensemble. Mais c'est ça, c'est la première fois que les deux se retrouvent dans un Scorsese ensemble. Puis c'est le deuxième rôle de vilain de DiCaprio en carrière après le film de Tarantino, là, Django. Django Unchained. Django, Mais je ne savais pas que Leonardo allait faire un bad guy. Ouais. Il a insisté pour être le méchant dans le film. Et qu'est-ce que tu fais de l'homme au masque de fer? Il était pas, mais il était deux. C'est vrai qu'il était deux. Mettons, ça a fait la deuxième fois et demie qu'il joue en c'est ça. Ouais, moi, tu vois, il est méchant dans Catch Me If You Can. C'est le pas fin dans Catch Me If You Can quand tu y penses. Mais il y a quand même une belle rédemption. Il finit par être gentil à la fin. Il y a une belle rédemption, mais pendant tout le film, il se fait poursuivre par Tom Hanks. Il est pas fin. Mais en même temps, si tu avais l'intelligence, si j'avais son intelligence, j'aurais fait la même affaire. Pour moi, c'est pas un méchant. C'est un gars qui a profité de la situation. OK. C'est une façon de le voir. Il n'y a pas des mauvaises intentions. C'est juste que ce qu'il fait, c'est frauduleux. Mais il le sait. Oui, mais c'est pas. Il n'a pas fait de mal à personne. C'est vrai, il ne fait pas de mal à personne. C'est ça. Il fait peut-être mal à des compagnies. C'est tout. Ben oui, il va. Ouais. Mais j'imagine toi aussi, Dom, Killer of the Flower Moon devait être dans ta liste. Il n'était pas dans ma liste, je pensais pas qu'il sortait en 2021. Ouais, ils sont en tournage en ce moment. Les prédictions, c'est qu'ils vont vouloir le sortir pour les Oscars, forcément. Ouais. Mais ouais, vous pensez quoi de Scorsese qui fait son premier vrai western? D'une certaine façon, Gangs of New York, c'est un peu un western. Ouais. Mais vous pensez quoi de ça, Scorsese qui va dans ce monde-là? Les Coen le font depuis des années, mais là, lui, c'est son premier. Je suis pas du tout inquiet. Scorsese va faire un western avec son style. Mm-hmm. Donc, il va pas sortir de son style pour ça. Et à la limite, ça sera pas tant un western, mais ça va être un Scorsese. Et c'est juste le nom. C'est juste le nom Scorsese. Je suis vendu. Je suis vendu total sur lui. Fait que j'ai juste hâte de le voir. J'ai juste hâte de le voir au cinéma. Voilà. Pour toi, Dom? Moi, j'ai 100% confiance en Martin Scorsese. Je pense qu'il a taquiné plusieurs genres, puis il a réussi dans tous les genres. Le seul genre qu'il n'a peut-être pas touché encore, c'est peut-être la comédie. Il est de la comédie pure. Ouais. Puis je suis sûr qu'il serait bon là-dedans aussi. Fait que, non, j'ai très hâte de voir ce film-là, puis voir les premières images et la bande-annonce. Ouais. Parce qu'il est, puis on pourrait dire qu'il a même touché à l'animation parce qu'il est dans Shark Tales. Ah, effectivement. Oui. Puis c'est vrai, tu dis un bon point. Il pourrait tackle la comédie parce que, mettons, tu penses à The Departed, il y a beaucoup d'humour dans The Departed. Ouais. Puis, mettons, le personnage de Mark Wahlberg qui est incroyable dans Wolf of Wall Street aussi, il y a beaucoup d'humour. Fait que, tu sais, on lui dit, là, c'est un film humoristique là, de A à Z, avec son humour très sec, très dans ta face. Je suis sûr qu'il pourrait être excellent. Mm-hmm. Et il faudrait qu'il ramène Mark Wahlberg avec son personnage qui est parfait là, dans Departed, mais il est mort. Bon. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, c'est vrai. C'est un des seuls qui sort. Il s'en sort. Mais moi, j'aime beaucoup son film After Hours, qui est un peu une comédie noire. Ah oui, c'est vrai. Mais j'aimerais ça le voir. Mais c'est ça, tu sais, faire une... Je sais pas, tu sais, Scorsese qui appelle Will Ferrell, puis il fait, on fait un film... Je sais pas ce que ce serait, là, mais... On oublie qu'il a fait un film pour enfants aussi. Oui, Hugo, qui est très bon. Puis, je m'attendais... Je me demandais comment il allait faire ça, mais c'est un film de Scorsese comme qui... Pas qui ressemble aux autres films de Scorsese, mais tu vois que c'est lui qui l'a fait. Tu dis, il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire ce film-là. Puis moi, je le regarde à chaque année, Hugo, puis ça vient me chercher à chaque fois. Fait que... j'ai bien hâte de voir ça, pour vrai. Ouais. Dom, ton 5e film, c'est quoi? Moi, c'est A Quiet Place, Part 2. Ouais. Yeah. Ouais, j'ai réécouté la bande-annonce aujourd'hui. J'avais beaucoup aimé l'un. C'est un film que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ils vont... vu que dans l'un, la boucle se bouclait, dans le fond. Là. Ils trouvaient une solution. Donc là, j'imagine que ça va être une nouvelle mutation de la part des extraterrestres, quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup Emily Blunt. Je trouve que c'est une actrice incroyable. J'aime beaucoup... c'est ça, j'avais beaucoup aimé le 1, même s'il nous a causé des petits pépins, mais c'est pas grave. Comment ça vous a causé des petits pépins? Allô? Oui?
Oui, allô? Je vous ai Allô? Oh, Ah, je pense qu'il y a un problème de connexion. Ouais, ben présentement. là, j'ai perdu Guy. Ah, Mon tu m'as Dieu. juste perdu moi? Mon Dieu. Ben, Est-ce que on tu me t'entend vois, très là? Est-ce que bien. On tu... t'entend très bien quand tu OK, ben parles. là, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, On je t'entend bien. t'entends bien. Ouais, non, c'est ça. C'était à l'époque que j'amenais de la bière au cinéma avec Julien. Puis, nous autres, on ouvre ça quand le film commence, parce que là, sinon, t'entends des tchit. Mais là, le film commence, il n'y a pas de son. Fait qu'il y a juste Julien et moi qui se regardent en même temps. Qu'est-ce qu'on va? Là, on attendait tout le temps l'attaque des aliens. Vite, 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 go! Qu'est-ce que t'as Mais pensé, toi, Chuck, du premier Quiet Place? J'ai adoré. Pour vrai. John Krasinski, c'était son premier film. Ouais. Puis, tu te rends compte qu'il y avait vraiment une idée très, très pointue. Puis ça aurait pu être un flop total. Puis il l'a tellement bien amené, puis il a tellement été capable de bien... Il a fait un suspense fabuleux avec ça. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'espère qu'il va être capable de faire quelque chose d'aussi bon parce que ça avait vraiment été un film marquant pour moi. Mais j'avais beaucoup aimé l'article de The Onion qui était sorti à la suite de A Quiet Place. The Onion qui font des nouvelles satiriques, puis il disait The Onion a été basé sur place pendant qu'il était en train de tourner parce que quand il était rendu à filmer 50% du film, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été capables de pogner le son. Fait qu'ils ont changé l'histoire pour faire A Quiet Place. Je trouvais ça drôle. C'est drôle. Mais c'est ça. Je pense que j'ai hâte de voir la suite. Vraiment. Parfait. Ton 5e film à toi, Chuck? Oui. C'est numéro 6, 6e position, le 3e Spider-Man, qui n'a pas encore de nom, de John Watts. Qui a fait on le partage, celui-là. Yes. Avec, J.K. Simmons, on l'a pu le voir enfin, il est de retour en Joe Jonah Jameson. Et j'ai adoré qu'ils ont pu le faire en espèce de Alex Jones. J'ai trouvé ça écœurant. Et oui, le possible éventuel retour de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kristen Dunst, Emma Stone. C'est toutes des belles nouvelles. Mais tu sais, Julien, c'est très drôle, Julien dans box-office a dit quelque chose de super intéressant. Il a dit, le deuxième film, Homecoming, est assez oubliable. Pas Homecoming, pardon. Comment ça s'appelle? Far From Home. Far From Home, ouais. L'histoire est assez oubliable, mais la fin, l'espèce de 2 minutes où est-ce qu'on laisse la queue de poisson, l'espèce de grande ouverture, l'espèce de punch à la fin, c'était plus intéressant que toute l'histoire du film qui est passé avant. Puis j'étais tellement d'accord. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec Peter Parker? Qu'est-ce qui va se passer avec son identité, tout ça? Je ne veux rien révéler, mais bon, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Juste ce qui s'est passé dans les 10 dernières secondes de ce film-là. Pour le 3e, j'ai juste hâte. Pourquoi tu l'attends, toi, Dom? Pour les mêmes raisons. Exactement les mêmes raisons. Puis je suis d'accord aussi que le film, moi, j'avais adoré Homecoming, c'est mon Spider-Man préféré avec Multiverse. Mais le deuxième, j'avais été déçu un peu jusqu'à la fin. Quand la fin arrive, là, tu fais OK, ça c'est puissant, maudit. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est quand tu vois ces affaires-là, c'est comme s'ils se mettaient en danger. Souvent, ils font ça, tu sais, les écrivains, ils vont littéralement carrément revirer la chose à l'envers pour te mettre en danger. Et forcer un peu la création du 3e film pour que les writers trouvent une idée extraordinaire pour pouvoir essayer de pouvoir justement pallier avec cette fin qui nous laisse tous sur le bord de notre siège. Puis ils font ça aussi souvent dans les séries, c'est qu'ils revirent la chose à l'envers. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer comme idée pour ce qu'ils ont dit à la fin du 2e. Ouais, moi aussi, c'était une des fins que... C'est ça, j'étais comme... Tabarouette, OK. C'est ça qui se passe, là. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a pas beaucoup de films qui réussissent ces petits moments-là. Tu sais, je pense, mettons, à un qui réussit, c'est Back to the Future 1, quand Doc Brown revient à la fin, puis il dit « Faut qu'on aille dans le futur. » Ouais. Mais t'es hypé pour le 2, puis il faut que tu le vois maintenant. Puis, tu sais, le 2, il est sorti 4 ans après le 1. À peu près, 88. Ouais. Ils ont tourné le 2 puis le 3 ensemble. Ouais, c'est ça, mais je me dis, un peu comme le public qui a dû attendre pendant des années de faire comme ça s'en vient dessus, ça s'en vient dessus. Mais il n'était pas supposé d'avoir une suite. C'est vrai. Ouais.
Ouais. C'est vrai. Crispin Glover était supposé être là, mais il a trop négocié son contrat. Il voulait avoir trop d'affaires, puis finalement, on n'a pas de l'air bien dans sa tête, ce gars-là. Non. Crispin Glover, il a l'air d'être... Moi, Willard m'a tellement traumatisé que... Ouais. Mais ouais, moi aussi, ben, j'avais pas été tant déçu par Far From Home. J'aime beaucoup le personnage de Jake Gyllenhaal, Mysterio. C'est un personnage que j'ai toujours aimé, même à la télé, dans les Spider-Man en dessin animé qu'on regardait quand on était petit. Je sais pas, il y a quelque chose en Europe que j'aimais, puis à date, la franchise des Home de Spider-Man, c'est la seule où on n'a pas... sauf la scène finale, là, avec J.K. Simmons qui revient, il n'y a pas de scène à New York. Toutes les scènes du premier se passent autour de New York, se passent dans le Queens. En banlieue. En banlieue de New York. La finale, c'est à Coney Island. Fait que t'as pas la scène new-yorkaise de à Central Park. À Central Park, t'as pas la scène qui va être sur l'Empire State Building ou toutes ces affaires-là comme on a pu voir dans les autres. Puis pour moi, c'est en train de me faire un petit moment comme à la Avengers quand Captain America dit Avengers Assemble, parce que j'ai hâte là, qu'on ait la vraie scène où on voit New York puis que New York va être détruit à Times Square, n'importe où. Mais moi, j'espère que dans le troisième, mon guess va s'appeler Home Run ou quelque chose comme ça. Là. Home Run? Ouais, j'avoue que ça pourrait être bon, Home Run. Home Run, quelque chose comme ça. Il faut que le titre aille Home, je présume. Ouais, c'est ça. C'est important. Naked at Home. Naked at Home? Naked at Home, mais oui. Oui. Ou juste Spider-Man Home. C'est lui qui est chez eux. Ou Home Alone. Spider-Man Home Alone. Puis la pochette, c'est lui avec les deux Home Alone 2, perdu à New York. Voilà. Puis là, Kevin vient l'aider à la fin. Bon, oui, puis t'as la madame avec les pigeons qui l'aident aussi. Spidey! Tasse-toi! Il prépare beaucoup de choses, sauf que la finale du 2, c'est juste lui qui affronte les casseurs flotteurs. Hey, Joe Pesci reprend son rôle. Le titre, c'est vraiment Spider-Man Home Alone 2. Lost in New York. C'est niaiseux. On va continuer avec Dom. Ton prochain film, c'est quoi? The Last Night in Soho, d'Edgar Wright. Ouais. Je peux pas en dire plus ben parce que je sais pas, je pense que c'est un film d'horreur. Oui. Je suis pas sûr. Mais sinon, j'ai pas été là voir l'histoire, parce que je veux regarder le... Mais tout ce que Edgar Wright touche, c'est magique. C'est un de mes réalisateurs préférés. Juste pour ça, c'est ma raison. Ouais. Tu sais, je veux pas trop te spoiler. Il y a deux affaires qu'on sait. Il y a du retour dans le temps, puis les années 60 à Londres. Fait que à l'époque des Beatles. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Puis juste ça, moi, un Edgar Wright qui se passe dans les années 60 à Londres avec le rock qui est en émergence avec les Rolling Stones. C'est sûr que la musique va être là. C'est sûr que tout ça, ça va être là. J'ai juste hâte. Peux-tu imaginer son style avec le voyage dans le temps? Juste comme son style de réalisation, il va l'appliquer dans le voyage dans... Moi, j'ai hâte. En tout cas, son style me fait capoter. Fait que c'est sûr que ça va être incroyable, je pense. Ouais. Il a dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, Don't Look Now. Oui, ben je sais c'est quoi. Avec il a dit que ça ressemblerait à ça. Ouais. C'est troublant ce film-là. Mais c'est un couple pour Chuck, si tu ne l'as pas vu, pour les autres. Non, je le marque dans ma liste, justement. Don't Look Now, c'est avec Donald Sutherland. C'est un couple qui perdent leur enfant. Ils vont à quelques mois plus tard pour un peu s'en remettre. Puis lui, c'est un architecte qui essaie de se sortir de la déprime. Ils s'en vont à Venise, lui et sa femme, et ils commencent à halluciner leur fille qui se promène dans les rues de Venise, puis en même temps, il y a des meurtres qui sont commis. C'est ultra troublant à regarder ce film-là. C'est un film des années 70, là. Wow. Ouais. Puis il y a comme ils vont dans une église, puis il y a des espèces de madames aveugles qui tombent en convulsion devant l'épouse de Donald Sutherland en disant « Votre fille est genre démoniaque ». Je me souviens plus trop, Dominique, si je le résume bien. Là. Oui, ça ressemble à ça, oui. Ouais. Ça fait longtemps moi, que je l'ai eu. Fait que c'est flou, là, mais...
Mais il me semble que ça ressemble à ça pas mal. Ouais, tu sais, c'est la même époque que des films comme Exorcist, Rosemary. Baby, ouais, c'est ça, tu sais, des films qui relient religion, foi avec démons, pis tout ça. Ah non, c'est weird. Puis la finale de celui-là, tu t'en rappelles pour toujours, Don't Look Now, là. Oh boy, c'était J'ai hâte de voir. Oh. J'écoute ça, c'est sûr. Ouais. Chuck, ton prochain film? Oui. Non, ben, j'ai parlé du troisième Spider-Man. Oui, t'avais on parlé, vient de oui, dire, Last Night in Soho. Soho. Je vais parler de Saints of Newark. The Many Saints of Newark de Alan Taylor, écrit par David Chase et qui a écrit Game of Thrones et The Sopranos. Pourquoi j'aime ce film-là? D'après moi, ce film-là ne fera pas un grand splash. Ça va pas être, d'après moi, même ça se pourrait que ce soit un TV movie pour HBO Max. Là, je suis pas mal sûr. Parce que ce film-là, c'est un prequel de la série télévisée Les Sopranos. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une guerre entre des clans à New York et, dans le fond, on explique l'histoire de Tony Soprano quand il était jeune. Pourquoi c'est si intéressant? C'est que c'est Michael Gandolfini qui va la faire, qui va jouer qui est le jeune Tony Soprano, qui est le fils de James Gandolfini qui est décédé. Et c'est un prequel de The Sopranos. Moi, je pense que ma grande série de tous les temps, c'est The Sopranos. Alors, de voir un prequel de ça en film, ça m'intéresse. Puis c'est David Chase qui l'a écrit. Il a écrit The Sopranos. Il connaît c'est son histoire. Fait que je peux juste... je suis tellement excité par cette idée-là que j'ai hâte de la voir, ce film-là. J'ai jamais regardé Les Sopranos. Ça se regarde-tu bien encore aujourd'hui? Dom, je sais pas si tu as déjà regardé. Non, j'ai jamais écouté, mais c'est la série préférée à mon frère Jumeau. C'est comme si je l'avais écouté un peu. Ben oui, tu l'as vu par procuration. Je vous la recommande vraiment. Dans mon top, c'est pas mal de Sopranos. T'as Breaking Bad, mais Better Call Saul est en train de prendre sa place. C'est vraiment dans mes tops de série. Là. Il y a comme vraiment, c'est à écouter. Puis même maintenant, j'ai replongé dedans récemment. Ça s'écoute super bien. C'est tellement bien écrit. C'est une série que tu écoutes pour l'écriture de David Chase. Ouais. Si je peux y aller avec un film que j'ai hâte de voir, puis ça, c'est mon côté très nerd d'architecture qui va parler. C'est un film qui s'appelle The Brutalist de Brady Corbett, qui met en vedette Marion Cotillard, Sebastian Stan et Joel Edgerton, celui qui a joué Elton John au cinéma. Oui! Pourquoi je dis que c'est mon côté geek d'architecture, c'est que c'est l'histoire d'un architecte qui a développé un mouvement en architecture qui s'appelle le brutalisme. À peu près tous les buildings des années 60-70 qu'on croise à Montréal, c'est du brutalisme. L'UQAM, c'est un mélange de brutalisme parce que j'embarquerai pas trop là-dedans. Là. Beaucoup d'édifices à New York, c'est un genre qui est très controversé. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très laid comme architecture. Moi, ça me parle, ça me plaît beaucoup. C'est du gros béton. Tu vas voir les poutres. Mais c'est très carré, très droit. Ça fait très soviétique. Mais c'est un genre qui a été développé, un genre architectural qui a été développé par un gars, un architecte, sur à peu près une trentaine d'années avant qu'il arrive à penser à ce genre-là, qui a tout pris. C'est un peu le meuble Ikea de l'architecture. Tu me dis, il y a un film qui existe là-dessus? Je suis là, je suis all-in. Je vais être tout seul dans la salle. Je le sais que je vais être le seul dans la salle à faire comme... Non, je vais être là, j'ai hâte. Yes! Il renverse le néoclassicisme. Yeah! Il détruit les codes de l'art déco. Je sais pas pourquoi. Ça va-tu bien, Guy? Oui, ça va bien. Ça va-tu bien? Ben, 2020, c'est pas... C'est une année difficile pour tout le monde. Ouais. Je vais peut-être juste arriver là, je vais faire comme bon. C'est juste du béton. Voilà. Ça va peut-être être ça. Ça va peut-être être ça. Mais merci de te soucier de ma santé, Dom. De rien. Ton prochain film, Dom, justement, c'est quoi? J'ai sélectionné parce que j'ai hâte de l'haïr. Halloween Kill. Ouais, parce que toi, t'es un gros fan d'Halloween, puis t'avais été déçu, je pense, par le dernier Halloween. Je l'ai trouvé imbécile. Premièrement, dès que j'ai appris que le film s'appelait Halloween et que c'était une suite, tu fais OK, là, vous l'avez échappé à maudit. Là. Ta suite s'appelle comme l'original. Tu sais, c'est quoi, mettons, t'appelles ça Halloween de Babysitter Killer, mettons. Ouais. Qui était le titre original d'Halloween.
Tu sais, on pourrait... Premièrement, dès que j'ai appris que ça s'appelait Halloween, je me suis dit, OK, ils l'ont manqué. Et visuellement, il est très beau, que je l'accorde, mais c'est tellement imbécile. C'est tellement imbécile, puis je veux pas m'attarder là-dessus, mais il y a un élément qui détruit tout leur film. C'est Laurie Strode n'est plus la sœur de Michael Myers. Ouais. Ça, c'est une information qu'on avait dans le 2, je pense. Hein? Ben moi, j'ai une édition spéciale qu'on l'apprenne dans le 1. Ah ouais. Ouais. Fait que ça casse tout ton film. Pourquoi Laurie Strode, 40 ans plus tard, craint qu'un inconnu vienne la tuer? Dans le fond, si ça analyse Halloween, là, c'est une nuit, un inconnu est arrivé à Enderfield, il a tué 4 personnes, ou plus que ça, mais en tout cas, elle l'a côtoyé 5 minutes, 7 minutes. Puis elle pense qu'il y a un inconnu qui va revenir la tuer 40 ans plus tard. Tellement convaincue qu'elle dépense, écoute, elle a dû dépenser des centaines de mille dollars pour modifier sa maison. Ah ouais, sérieux, là? Tu sais, si ça avait été encore son frère, là, je pourrais embarquer plus. Là, ça ferait genre, ah, OK, tu sais, elle a peur que son frère vienne finir la job, tu sais. Mais là, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. À la limite, Michael Myers ne va même pas savoir son nom. Fait que c'est ridicule. C'est ridicule. Puis là, en tout cas, Halloween Kill, là, je l'attends avec une brique et un fanal. Puis qu'est-ce que t'aimes des Halloween? Ben, du premier puis du deuxième, peut-être, puis de la suite des Halloween, à base? Le premier, c'est John Carpenter. Je suis un amoureux de John Carpenter. La musique, les couleurs, la tension. C'est une histoire saugrenue. C'est super simple, super prenant. Moi, je l'écoute à chaque année. Puis à chaque année, j'ai un petit thrill. Là, C'est vraiment beau. C'est vraiment le fun. C'est le film d'automne par excellence. Là, fait que, puis ça n'a même pas été tourné en automne, là, mais c'est le film d'automne par excellence. C'est un de mes films préférés. Chuck, t'allais dire? Je présume que pour vrai, étant donné que présentement, dans les studios, l'idée de communauté est très, très présente. Quand il y a des plaintes, par exemple, à des suites qui vont avoir lieu, ils écoutent beaucoup ce qui va se passer pour les fans. Les fans sont plus écoutés que jamais. Je présume qu'ils vont faire un lien qu'ils n'ont pas fait dans Halloween. Mais ça n'a pas ressorti ce point-là. Les fans, ils ont aimé le film. Moi, j'ai plein de monde qui dit c'est mon préféré après le 1. Il était bien critiqué. C'est ça, il était bien critiqué. Puis tout. Puis par des gens qui connaissent pas Halloween. Si t'es un fan d'Halloween, tu peux pas aimer ce film-là. Je comprends. Ouais. Ben, tu peux, là. Je veux pas t'interdire, là, mais... Bon. Chuck, ton autre film? Ouais, numéro 4, Don't Look Up de Adam McKay. Ah, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Donc, juste le synopsis. Encore une fois. Hey, ça, c'est ça qui me. C'est la deuxième chose qui m'impressionne. Le premier, c'est le synopsis qui vraiment m'intéresse. C'est qui m'impressionne. C'est. Non, ça m'impressionne pas, mais ça a l'air drôle. C'est persuadé qu'une météorite s'apprête à détruire la Terre. 2 astronomes peu crédibles aux yeux de la population se lancent dans une tournée médiatique pour la prévenir de la probable et inévitable fin du monde. Ça a l'air d'être niaiseux, nono, un peu Step Brothers, là, mais c'est avec Leonardo DiCaprio. C'est son deuxième film en 2021, c'est pas pire. Oui, c'est vrai. Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi. Il y a le cast est fou, puis l'histoire, le synopsis est vraiment intéressant. Puis c'est Adam McKay. Est-ce qu'il va utiliser son style caméra-épaule très gritty, très réaliste, ou il va y aller de manière un peu plus reculée comme il faisait avec Talladega Nights ou avec Step Brothers ou avec... y a-tu fait Anchorman? Ou c'est... Oui, il a fait Anchorman. Ouais. Je pensais que c'était Judd Apatow. Judd Apatow a produit Anchorman. Non, c'est ça. Il a écrit ensemble, oui. Donc, c'est ça. L'idée est bonne. Le cast est fou. J'ai juste hâte. Puis c'est plus de Adam McKay. Moi qui écoute Succession, justement, qui est producteur exécutif sur cette série-là, c'est ça. On a besoin de plus de Adam McKay. Il a failli se retrouver sur ma liste. La raison pour laquelle je l'ai enlevé, puis c'est une crainte que j'ai des fois avec Adam McKay depuis qu'il est rendu un réalisateur sérieux. Des fois, je le trouve un peu moralisateur. Puis ma crainte, c'est que ça finisse par être un film, il faut faire attention à la planète, puis l'environnement, c'est cool. C'est ma seule crainte par rapport à ce film-là.
ça m'avait tapé ses nerfs à la fin de The Other Guys. Toutes les espèces de... Ouais. Je te sors toutes les statistiques pour te faire apprendre quelque chose. J'étais comme, ça m'a fait décrocher un petit peu, tu sais. Je comprends ce qu'il a voulu essayer de passer comme message. J'aurais peut-être pu le passer directement dans le film, mais à la fin, juste avant le générique, pas de bonne idée. Fait que, non, je comprends tout à fait. Puis t'as raison, il pourrait faire ça, puis c'est pas... ce serait pas une bonne idée. Ouais. T'es-tu un fan d'Adam McKay, Dom? J'aime ces films, ouais, je suis pas le plus grand fan, mais oui, j'aime mieux, mettons, un Judd Apatow qu'un Adam McKay. Mais sinon, j'écoute pas mal tous ces films, puis non, je trouve qu'il y a du talent, puis il a su se renouveler aussi, fait que bravo. Ouais. Un autre film que j'ai hâte de voir en 2021, c'est Shang-Chi and the Legend of the Seven Rings, qui est un film de Marvel. C'est leur premier film de Kung-Fu. Shang-Chi est un maître du Kung-Fu et ça met en vedette Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Ronnie Cheng et Michelle Yao. Donc, Awkwafina est dedans? Awkwafina est là. Ah, je l'aime tellement. Ouais, très très bonne. Puis, pour ceux qui écoutent Les Voyeurs de Vue, le podcast de Yannick Belzile et voyons, j'oublie son nom, désolé, Rose. Son nom de famille, c'est Rose, Monsieur Rose, bref. Ils ont dit, Tony Leung, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est le Daniel Day-Lewis chinois. Donc, c'est l'équivalent d'avoir Daniel Day-Lewis dans un film de Marvel. Puis, ouais. je suis vendu. C'est pas un personnage que je connais beaucoup. C'est pas un héros. Tu sais, j'ai jamais lu Les Aventures de Shang-Chi. Le Kung Fu, je trouve que ça se transmet mal en BD. En dessin animé, ça peut se faire, mais à ce que je sache, j'ai jamais vraiment vu un dessin animé de Shang-Chi, mais au cinéma, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont le rendre. Fait que voilà, c'était ma take sur Shang-Chi. And the Legend of the Seven Rings, qui peut pas être le titre le plus... Tu peux pas avoir un titre plus Wu-Tang que celui-là. C'est vrai. Ouais. Ton prochain film, Dom? C'était supposé d'être Spider-Man 3, mais là, on en a parlé. Ça fait mal, hein, écrire Spider-Man 3. Ouais. Ça fait mal, je trouve. Ouais, parce qu'on a des mauvais souvenirs du 3, tout le monde. Ouais. Fait que dans le fond, on en reste juste 2. Mon Mission Impossible 7. Oui. Je suis un gros fan de Mission Impossible, à part le 2. Puis je suis pas fou du 3, mais il est correct. Mais les autres, je trouve que je les ai tous vus au cinéma, puis je trouve que c'est des grands films d'action. Là. Le dernier était fabuleux. Là. Fallout, il était des scènes d'action d'anthologie. Je l'ai vu 2 fois au cinéma, une fois sur un écran normal, puis j'y ai retourné avec Julien, petit jeu de fesses, pour le voir en IMAX, puis ça valait la peine. C'est une des meilleures expériences que j'ai eues au cinéma. Ouais. Puis je suis sûr qu'ils vont se dépasser encore avec le 7 et le 8. Ouais. Non, c'est pas pour ça qu'il s'en va dans l'espace, Tom Cruise. Puis là, il s'en va dans l'espace pour un autre film. Je pense que oui. Tom Cruise s'en va dans l'espace, la gang. C'est malade. On est rendu là. C'est ça. Je pense qu'avec les moyens technologiques de maintenant, on a été capable de pouvoir pitcher une voiture, une Tesla dans l'espace, littéralement, il y a quoi, 2 ans. On a fait ça. Ouais, je sais pas, c'est Elon Musk. C'était un stunt de Elon Musk, mais je pense que maintenant... J'étais à ça de l'acheter. Ouais, en plus. Et Colin, puis ils m'ont dit, hey, on pourra pas te la vendre. Elle s'en va sur Mars. Elle s'en va sur Mars. Bon. Mais je me rends compte que j'imagine que les voyages spatiaux sont rendus de plus en plus accessibles pour, encore une fois, ceux qui ont de l'argent, là, mais pour monsieur, madame très millionnaire, j'imagine que c'est plus facile de se rendre dans l'espace. Fait que de shooter dans l'espace, I guess qu'on était rendu là. Moi, j'imagine juste Tom Cruise. Tu sais, tous les tests qui font, tu sais, espèce de tests parce que tu spins dans une machine qui va super vite. Je sais pas pourquoi, j'imagine juste Tom Cruise dans cette machine-là qui fait yeah! Puis c'est juste ça pendant. Moi, j'imagine juste qu'ils disent non, pas besoin de la machine, je vais courir. Il court vraiment aussi vite. Les gens de la NASA sont comme on comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous l'avez entendu péter une coche durant le tournage?
J'ai pas vu la vidéo, mais je l'ai entendu parler. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu, c'est assez incroyable. Il a pété une coche contre 2 techniciens qui étaient très, très proches un de l'autre et qui regardaient quelque chose sur un écran. Et il s'est mis à crier après ces 2 techniciens-là, mais d'une manière à ce que j'ai rarement vu quelqu'un péter une coche de même, là. Évidemment, parce que les 2 techniciens ne respectaient pas les règles de distanciation. Alors, il pétait une coche pour la bonne cause. Ce qu'il expliquait, c'est que il disait que là, présentement, il n'y a vraiment pas beaucoup de tournages qui se passent. Mm-hmm. Alors, pour le peu de tournages qui se passent, on peut-tu, tout le monde, respecter les mesures de distanciation? Tom Cruise qui avait pogné le COVID juste un peu avant. Et là, il expliquait que là, présentement, toute l'industrie les regarde parce que c'est un des seuls films qui est présentement en tournage parce qu'ils ont le budget de pouvoir se le permettre. Et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs comme ça. Et il a pété une coche contre ces 2 techniciens-là. Fait que, d'un clan, il y avait des gens qui étaient bien en accord avec Tom Cruise. Il y a du monde qui était comme vraiment. Puis il y en a d'autres qui ont fait comme, c'était peut-être un petit peu trop fort. Mais ce que je présume, c'est Tom Cruise là-dessus, il est producteur, acteur principal, il s'occupe évidemment. Le film, il passe à travers lui de A à Z. Il s'occupe parce qu'il s'arrange pour que le film soit lui, là, tu sais. Alors, je présume que toute sa rage est sortie de cette manière-là sur ces 2 acteurs-là, sur ces deux techniciens-là. Et moi, je suis content, en fait. J'ai écouté, pour vrai, j'ai entendu tout le, tout le pétage de coche, puis j'étais comme, ouais, vraiment, j'aurais fait pareil. C'est peut-être lui qui aurait dû être gardien de sécurité à la place Rosemère. Oui, tout à fait. Ça aurait été le fun. Puis qui viennent engueuler des gens qui dansent pour rien. Exactement. Je pense que les gens n'auraient pas dansé. Ouais. Ton prochain film, Chuck? Oui, tout à fait. On est rendu, on a passé Last Night in Soho, qui était mon numéro 3. Mon numéro 2, c'est Dune de Denis Villeneuve. C'est mon numéro 1. Ah, bon, voilà. Je savais que c'était probablement le 1, le 2, le 3 de tout le monde. On a tous très hâte de voir Dune. C'est le space opera médiéval futuristique qu'on attendait tous depuis longtemps et surtout le fait que Denis Villeneuve, depuis maintenant plus de 10 ans, on savait qu'il voulait faire Dune. Il avait ça comme rêve depuis très, très longtemps. Là, il le fait. On a vu la bande-annonce, on capote. Ça a l'air beau, ça a l'air bon. Et puis après avoir vu Arrival et Blade Runner, on ne peut qu'être en confiance avec Denis Villeneuve. Il sait comment tourner de la science-fiction. Il sait comment raconter une histoire. Il sait comment être concret dans un monde qui est complexe. J'ai hâte. J'ai juste hâte. Pourquoi, Dom, c'est ton numéro 1? Ils sont pas en ordre. C'était le dernier film qui me restait. Mais okay. Denis Villeneuve. Moi, je suis pas un gros fan de Dune. Parce que la seule référence que j'ai, c'est celui de Lynch. Je le trouve compliqué. Je sais que c'est un film qui a été désavoué, mais je trouve l'histoire un petit peu complexe. Peut-être que ça va être mieux raconté cette fois-ci. Mais Denis Villeneuve, il nous embarque dans des univers différents à chaque fois, puis j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Moi, je l'ai pas mis dans ma liste parce que, je vais aller le voir comme tout le monde. C'est sûr que je vais être au cinéma. Mais justement, c'est pas une histoire que je connais assez. C'est pas un livre que j'ai lu. J'ai même pas vu la version de David Lynch. Fait que c'est pas, tu sais, puis la science-fiction, je trouve ça intéressant, mais c'est pas mon genre préféré. Fait que moi, je l'ai pas mis dans ma liste. En fait, il me reste 2 films qui sont dans ma liste, de Northman de Robert Eggers. Robert Eggers, il a fait The Witch et The Lighthouse. Il est dans mon... C'est quoi? Je pense que c'est mon numéro 11 ou 12. Okay. Ouais, genre, pour vrai, il était très proche de mon top 10. J'ai hâte parce que tout ce qu'il a dit sur ce film-là, c'est ce film-là va être aussi grandiose que The Lighthouse était claustrophobique. The Lighthouse, c'est se faire enfermer dans un... The Lighthouse, t'es enfermé dans un cabanon pendant 1h30, puis c'est ça le film. C'était ça. C'était tellement bon. Un film grandiose, puis on sait pas grand-chose. Il y a quelques comédiens. On sait les acteurs. Il y a Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy qui explose le lancée. Elle est partout. Elle est partout. C'est celle qui joue dans The Queen's Gambit. C'est... Pour vrai, je le dis tout de suite, c'est une future nominée, une future récipiendaire d'un Oscar. Un jour, elle va gagner son Oscar, c'est sûr. On l'a vu dans Glass. Comment? On l'a vu dans Glass. Dans Glass, dans Split. Dans The Witch. C'est une actrice extraordinaire. Elle a du talent, c'est fou. Puis elle fait partie de ces actrices-là qui ont commencé dans des films d'horreur. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent dans des comédies ou dans des petits films un petit peu, tu sais, quelques drames. Tu sais, Jesse Plemons, c'est beaucoup des drames qui l'ont fait connaître. Elle est passée par l'horreur, puis soudainement, elle émerge pour
pour en ce moment être dans The Queen's Gambit, mais j'ai hâte qu'elle ait son film qu'elle va porter. Willem Dafoe est là, Ethan Hawke est là, et Björk. Fait que Björk va être dans The Northman. Fait que c'est un film de viking. Là, je suis en train de jouer à Assassin's Creed Valhalla. Fait que je suis all-in pour un film de viking. Mais le film que j'attends par-dessus tout en 2021, c'est Soggy Bottom. Ça a l'air d'un film de Pauly Shore, juste le titre. Ben oui. Non, Soggy Bottom, c'est un film de Paul Thomas Anderson avec Bradley Cooper, Benny Safdie, avec son frère, avec les frères Safdie qui ont fait Uncut Time et Uncut Gems. Uncut Gems, qui était mon film préféré de 2019. Oui, qui était spectaculaire. C'est Paul Thomas Anderson qui retourne dans les années 70 après Inherent Vice et Boogie Nights. Boogie Nights, qui est mon film préféré de Paul Thomas Anderson. Soggy Bottom, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un enfant vedette et c'est sa vie au secondaire dans les années 70. C'est tout ce qu'on sait. Ça se peut que ça ressemble à Boogie Nights. Si ça ressemble à Boogie Nights, je suis all-in. Sûr. Ça se peut que ça ressemble à d'autres choses. Je m'en fous. Juste, en 2021, si tout va bien, il y a un film de Scorsese, il y a un film de Paul Thomas Anderson, il y a des films de Robert Eggers, il y a des films... Pour vrai, 2021, si tout va bien, risque d'être une grande année de cinéma. En automne, quand on va être tous vaccinés, ouais. Ouais. Puis je trouvais ça dur de faire, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça dur de faire une liste de 10 films que j'ai hâte de voir, parce que je m'en suis mis quelques-uns en réserve, là, des mentions honorables, parce qu'il y a West Side Story de Spielberg qui s'en vient aussi. Ouais, numéro 12 dans ma liste, ouais. Ouais. Il y a un film de Jean-Pierre Jeunet que depuis Long Dimanche de fiançailles, ça va pas super bien, mais je sais pas, c'est un film de robots, des robots qui attaquent la Terre. Fait que c'est une comédie de science-fiction, on verra. Qui est très désagréable. Jean-Pierre Jeunet? Ouais. Ben, il est tourné à Montréal, là, puis tout le monde a dit que c'était un des pires. Ah ouais, mais il y a de l'air de quelqu'un de désagréable. Il y a de l'air de ça. Je pense que Dom il manque un film de son côté, non? Non, parce qu'on avait le Spider-Man 3 en commun. Ah, OK. Ouais. Ben moi, il en manque un, en fait. Ah, c'est lequel? Mon numéro 1, en fait. Tu m'aimeras pas pour ça, Guy. C'est sûr. Babylone de Damien Chazelle. Damien Chazelle, ok, ben, vas-y, je vais faire ma sortie. En fait, on n'a pas beaucoup raconté l'histoire. En fait, l'histoire n'est pas racontée encore, mais c'est Damien Chazelle qu'on a vu dans La La Land, mais surtout dans Whiplash qui m'a saisi quand ce film-là est sorti. C'est tellement bon. Whiplash me fait capoter. Tu sais, je veux dire, J.K. Simmons, dans ma tête, est devenu un des plus grands acteurs juste pour cette performance-là. Donc, c'est un film qui va se passer à Hollywood dans les années 20. C'est juste ça qu'on sait à date sur ce film-là. Mais c'est la transition entre le muet et le parlant. Oui, exactement. C'est comme on est dans cette époque-là, tu sais. J'imagine qu'ils vont faire quelque chose de différent de, par exemple, The Artist, qui est sorti il y a quelques années, là. Mais je sais pas. Babylone, Damien Chazelle, regarde, tu m'as gagné. Je sais que pour toi, Damien Chazelle, c'est un peu plus difficile, mais Guy. C'est plus dur parce que La La Land, je suis pas un fan du tout. Je trouve ça très, très poche comme film. Mais j'ai vu son film First Man sur Neil Armstrong. Avec Brad Pitt? Avec Brad Pitt. Non, c'est pas avec Brad Pitt. Non, excuse-moi, c'était avec... Ryan Gosling. Ryan Gosling, merci. Ça, je l'ai vu. J'ai la difficulté à parler de ce film-là tellement c'est venu me chercher. C'est un film grandiose. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de la mission Apollo. J'aime beaucoup l'histoire de la conquête de la Lune. Puis, ouais, toute la scène de Ryan Gosling sur la Lune, avec le souvenir de sa fille, mon Dieu, j'en parlerai pas trop, ça vient vraiment me chercher. Je l'ai pas vu encore, fait que j'ai vraiment hâte de l'écouter, j'ai mis dans ma liste. Puis comment il a fait le film, c'est hallucinant. Donc oui, Damien Chazelle est bon, mais c'est ça, il était personnellement dans mes mentions honorables, des films que c'est sûr je reste d'aller le voir, on va voir la bande-annonce comme tout le monde, puis je reste d'être là, mais oui, c'est ça. J'ai quand même très hâte. Il y a 2 documentaires que j'ai hâte de voir sur la musique en 2021. Oui. Il y a celui sur les Beatles par je viens de voir le First Peter Look. Jackson. Il est sorti aujourd'hui, je pense, le First Look. Ah ouais?
Ouais, il est j'irai sorti. voir Ouais. ça. Puis il va sortir aussi sur Disney+. Bon, fait que, OK, ben, cool. Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'ils vont rendre ça moins drug addict que ce que les gars étaient Ça va pour être vrai. plus Là. friendly, je pense que. Ouais, c'est ça. On parlera pas des délires psychotroniques de John Lennon. OK, bon, Mais c'est à Get voir. Back, je veux dire, c'est pendant une période très précise des Beatles. Là. C'est pas, je pense pas que c'est un film biographique, c'est vraiment juste comme Ouais, une c'est la période création d'un album. précise. Ouais. Mais il y a Todd Haynes qui fait Velvet Underground, un film sur le groupe Velvet Underground. Pour Todd vrai? Haynes, ouais. Oh, Todd fuck Haynes oui. qui a fait Velvet Goldmine, qui a fait I'm Not There, le film sur, Mon mais Dieu que c'est pas bon. sur Bob Dylan. Ouais. Carol aussi, des très très bons films. Fait que là, il fait un documentaire, bon, j'ai hâte de Carol. voir. Ouais. J'ai très hâte de voir. Ouais. Scorsese a un autre film cette année qui est An Afternoon with SCTV. SCTV, qui est le Saturday Night Live canadien dans les années 70-80, aussi produit par Lorne Michaels. Fait que ça aussi. Mais ça a l'air d'être une espèce de gathering des acteurs ensemble qui vont jaser. C'est ça. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec le Fresh Prince of Bel-Air cette année avec HBO Max. Pour HBO Max, dans le fond. C'est une espèce de regroupement. On ramène des acteurs puis on parle de l'ancien temps. Là. Ouais. Dom, tantôt, tu as dit qu'il y a un film que tu attends pour le détester qui est Halloween Kills. Moi, le film que je suis sûr que je vais détester en 2021, c'est le film sur Elvis Presley de Baz Luhrmann. Moi, je suis pas capable, Baz Luhrmann. Non. Pas incapable. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir des feux d'artifice et des couleurs. C'est ça que je veux voir. Je veux voir de l'extravagance. Baz Luhrmann s'il y a un mot qui représente Baz Luhrmann, c'est extravagance. Puis j'ai aimé le remake de Great Gatsby. J'ai aimé... j'ai aimé Roméo et Juliette, by the way. C'est lui qui l'a fait, puis c'était c'était une bonne adaptation avec Leonardo. Non, j'ai hâte. Mais je sais que c'est peut-être pas pour vous, là, je comprends. Moi, je le dis à chaque fois, Baz Luhrmann, j'aimerais ça qu'il se décide s'il va être un réalisateur ou un DJ. Puis... Il va être un gars de théâtre. C'est ça Qu'est-ce que t'aimes pas, toi, Dom, de Baz Luhrmann? J'ai jamais fini un de ses films. C'est des plans à chaque 3 secondes. Il sait pas comment placer sa caméra, on dirait. C'est tout le temps. Ben oui, il sait, mais il veut dire, c'est pas de même que tu racontes un film en vidéoclip, là. J'ai jamais fini aucun de ses films. Ah non, je suis d'accord. Mais ça, moi, The Great Gatsby, j'essaie de le commencer à peu près aux 3 mois. Puis là, j'ai arrêté de le recommencer au début parce que je suis plus capable, là. J'essaie de le partir au tiers, au quart du film. Puis je fais 20 minutes, pas plus. Puis je suis comme non, je suis plus capable. Je peux plus. C'est un film qui s'écoute au cinéma. C'est pas vraiment un film qui s'écoute à la maison pour eux. Peut-être. C'est un Baz Luhrmann à la maison, c'est ordinaire. Au cinéma, ça a une raison d'être là. Ouais. Je suis surpris que personne n'ait nommé The French Dispatch de Wes Anderson. Ouais, mon numéro 14. Moi, j'ai fait un top 35 en passant. Là, fait que on pourra le publier. On pourra publier ton top 35. Oui, bien sûr, si tu veux. Ça va me faire plaisir. Mais ouais, il y a numéro 14, French Dispatch. Tu sais, contrairement à bien du monde, moi, j'ai trouvé que The Great Budapest Hotel était correct. Ouais, j'ai pas trouvé que c'était un film extraordinaire. Tout le monde était comme pas emmêlé dessus, puis j'étais comme pas de temps. OK, la DA est cool. OK, Wes Anderson, la symétrie, c'est nice. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant The Healing Limited, par exemple, ou de Life Aquatic of Steve Zissou. Il y a des films qui m'ont beaucoup plus marqué que ben franchement... Moi, c'est ça, je l'ai pas mis sur ma liste parce que je suis un peu tanné de son style. Je suis un peu tanné que d'un film à l'autre, j'ai toujours l'impression de voir la même affaire. Ouais. Mais je me suis dit, après la pandémie, après si ça se termine, mais quand on va être vacciné, quand ça va aller mieux, puis peut-être que c'est le film qu'on ne sait pas encore qu'on a besoin de voir au cinéma. C'est ce que je pense aussi. Dom, t'as-tu hâte de voir French Dispatch? Ben, c'est sûr, je vais l'écouter, c'est sûr. Ouais. Fait que je me suis gardé la surprise, j'ai pas été voir la bande-annonce. OK. Bon, ben c'est ça, mais tu sais ça. J'ai vu la bande-annonce, puis j'étais comme, ben oui, c'est un autre film de Wes Anderson qui ressemble à ses 4-5 derniers. Ben oui, ça va être ça. Écoutez, là-dessus, je sais pas s'il y avait d'autres films dont vous vouliez parler en 2021, Chuck? Il y a un film que, comme Dom, j'ai hâte de le détester aussi.
Ouais. Et ça va être de Suicide Squad. Mais peut-être pas. C'est James Gunn qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Justement, James Gunn, oui. Warner Brothers en arrière, non. Je viens encore de lire un article qui disait que on a changé, Warner Brothers a changé la fin volontairement de Wonder Woman 1984. Et je suis comme, non, on peut pas faire confiance à ce studio-là parce que là, présentement, une fois sur deux, c'est correct ou c'est bon, mais sinon, c'est pas bon. C'est juste pas bon. Puis, ils n'ont pas de ligne présentement. C'est comme si, comme je l'avais déjà dit quand on avait parlé de Suicide Squad en long et en large, c'est comme si les producteurs, comme si Warner Brothers, ils se mettaient trop dans le film ou ils voulaient trop changer des affaires, puis ça fait en sorte que la liberté créative du réalisateur et du writer, tout ça, c'est complètement brimé, c'est complètement changé. Fait que oui, James Gunn, absolument, cool. Mais James Gunn, jusqu'à quel point? Là? Est-ce que Warner va venir scraper la patente? C'est ça. Je comprends. Es-tu plus enthousiaste, Dom, pour Suicide Squad ou... À cause de James Gunn, mais je suis d'accord avec Chuck. Ouais. Je pense pas qu'il tient son opponent tout seul. Ouais, non, tu me convaincs. Pourquoi ça a marché tant? C'est parce que quand James Gunn a pitché l'idée, il y avait 2-3 producteurs de Marvel qui étaient là, qui ont fait OK, on va te laisser faire ton affaire. Puis ils n'ont pas nécessairement comme porté beaucoup d'attention parce que c'était une histoire d'underdogs, puis c'était pas vraiment dans les plans des gros films de Marvel. Et ça a été un succès fabuleux. Là, on sait que c'est James Gunn, on sait qu'on a toute la pression. Puis là, tu as Warner qui est en arrière puis qui va faire un bon film de super-héros sur 2. Aquaman, c'était correct. Shazam, c'était bon, correct. Wonder Woman, c'était le fun. Ouais, Shazam, c'était le fun, mais c'est un film que tu regardes sur ton ordinateur. C'est ça. C'est ça. Tu sais, je pense que Warner a bien de la misère à vouloir laisser de la place aux créateurs pour des films de super-héros. Ils sont trop proches de DC Comics. Ils l'ont trop à cœur. Puis ça fait que le film, des fois, n'est pas bon. Parfait. Ben, sur cette note, on va conclure l'émission. Merci beaucoup, les gars, d'avoir fait cette petite... pas cette mise en bouche, mais d'avoir dit vos attentes. Oui? Une discussion. Cette discussion, ouais, parfait. Cette jasette. Espérons qu'en 2021, on puisse se revoir au cinéma, on puisse se retrouver dans ces salles-là, qu'on puisse aller ensemble, main dans la main, vers une salle obscure et se déboucher des bières, qui sait. D'ici là, je sais pas ce que je dis. Je nous souhaite un marathon de films. Je nous souhaite un marathon. Dom, tu viendras. Oui, Dom. Et moi, je vous souhaite une bonne année. Ben voilà, je vous souhaite une bonne année. Les gars, d'ici là, si les gens veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, veulent voir ce que vous faites, Chuck? Pas compliqué, Le Petit Bonheur sur Facebook et sur YouTube. Tapez Le Petit Bonheur, c'est un podcast quotidien que je fais avec une belle gang, dont toi, Guy, qui vient souvent. Et on parle de tout et de rien. Là, présentement, on est en temps des fêtes. On vient de tourner un récapitulatif de l'année en 2 parties. Si vous voulez voir un peu la nature du podcast, ben c'est ça. C'est Le Petit Bonheur partout, sur toutes les plateformes de balado, partout. Voilà. Merci. Dom? Le Patreon des Picbois. Ouais. Bravo, beau succès. Bravo. Merci. Good job. Décidérez à Choc, puis Box Office à Choc. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guy Saint-Cyr et avec Chuck Thompson et Dom Massy, on a annoncé 2021. Bonne année à tout le monde.